Bonjour à tous, on se retrouve avec Alcan à nouveau, après une première vidéo sur le personnage Alcan, son style de composition. On rentre dans la biographie. Donc je vous encourage vivement, si vous ne l'avez pas fait, de regarder, cliquer en haut sur la fiche qui apparaît pour aller voir la première vidéo, c'est important. Donc pour ceux bien sûr qui l'ont déjà vu, on rentre comme prévu dans la biographie. Cette biographie, on va la faire en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on s'attache particulièrement à la première phase de sa vie, sur les 5 grandes phases que j'ai appelées la période du conservatoire. Avant de vous parler de la vie d'Alcan, on va revenir un peu sur sa famille et donc sa première enfance, dirons-nous. Donc première chose à savoir, c'est qu'Alcan est un pseudonyme. Le vrai nom de Charles Valentin est en fait Morange. Vous avez l'orthographe ici. Donc en fait, Alcan, c'est tout simplement le prénom de son père, qui a été très important pour Charles Valentin et qui aimait beaucoup son père, évidemment. Alcan, le père, Alcan père donc, a été important dans l'éducation musicale des enfants de la famille. Il avait d'ailleurs créé un institut, une école, qui était préparatoire au conservatoire pour les très jeunes enfants. L'âge réglementaire à l'époque pour entrer au conservatoire était 10 ans, donc le but était de préparer les enfants de 6 à 10 ans à l'entrée au conservatoire. C'est pour ça que les 4 frères et sœurs de Charles Valentin Alcan étaient musiciens et ont eu des carrières respectables en tant qu'interprètes. On a quand même le cas particulier de Napoléon Alcan, un des frères de Charles Valentin, qui a fait une carrière correcte à l'époque en tant que compositeur. Il a été second prix de Rome en 1850, donc c'est quand même une très belle réussite en termes de concours. Et puis il a été professeur au conservatoire, contrairement à Alcan, on va le voir dans sa biographie, dans d'autres vidéos, qui a essayé d'être professeur de piano et qui a échoué, et ça a été une grande frustration pour lui. Donc voilà, pour la famille, pour le cadre, un milieu musical, c'était assez courant à l'époque, mais avec un père capable d'enseigner à ses enfants la musique classique, voire même la composition. Cette période du conservatoire va durer de 1820 à 1836. Et là, vous devriez avoir deux étonnements. D'abord, 1820 pour quelqu'un né en 1813, ça paraît extrêmement tôt. Forcément, il serait rentré à 7 ans. Et puis, deuxième point, 1836, il serait resté 16 ans au conservatoire. Donc, c'est deux éléments très caractéristiques du personnage de Charles Valentin Alcan. Avant de rentrer au conservatoire, donc je vous l'ai dit, son père lui a donné des cours. Il jouait d'ailleurs du piano et du violon à l'origine. Charles Valentin Alcan va rentrer, donc, non pas à 7 ans, 1820, mais en fait à 6 ans et demi, donc bien avant. Pour ceux qui ont fait le conservatoire national de Paris, dans un grand conservatoire, vous imaginez le talent qu'il faut pour rentrer dans un tel conservatoire à cet âge-là, même si la situation était quelque peu différente à l'époque, mais les exigences étaient très élevées. Ça ne s'arrête pas là pour l'étonnement, puisque Charles Valentin Alcan, donc, il rentre à 6 ans et des poussières au conservatoire, et dès ses 7 ans et demi, il réussit à obtenir le premier prix de solfège. Donc, vous voyez, on rentre en général à 10 ans, ça prend souvent 2-3 ans avant d'avoir un prix au conservatoire. Quand on arrive à avoir, on n'a pas souvent un premier prix, on a souvent moindre, un deuxième prix ou alors un accessite. Lui, dès 7 ans et demi. Vous allez voir le parcours d'Alcan est certainement, en tout cas de ce que j'ai pu voir dans mes recherches, le parcours le plus exceptionnel, le plus précoce qu'il y ait au conservatoire. Donc là, je ne vous parle pas de tous ces prodiges, on en connaît tous, et régulièrement il y en a des nouveaux qui jouent du piano à 6 ou 7 ans, et qui font même des concerts. Là, je vous parle de quelqu'un qui rentre au conservatoire de Paris, qui est jugé par des grands professeurs, apte à rentrer au conservatoire, apte à avoir le premier prix à 7 ans et demi, et apte surtout à avoir le premier prix de piano à 10 ans. 10 ans, en 1824. Donc vous voyez le côté exceptionnel. Parce qu'en général, les enfants prodiges, ils sont bien sûr précoces pour leur âge, mais ils n'ont pas encore le niveau, la précision, le toucher d'un pianiste adulte. Donc là, dès 10 ans, les maîtres du conservatoire de Paris lui reconnaissent la qualité permettant d'obtenir le premier prix. Il était d'ailleurs, je le précise, ça va être assez important dans la suite de l'histoire de Alcan, qu'il était dans la classe du fameux Zimmermann, qui a été un des pédagogues importants du piano au XIXe siècle. L'année précédente, il y a eu un événement assez important à Paris, dont il faut tenir compte. C'est l'arrivée de Franz Liszt.
Franz Liszt donc arrive, il fait des concerts, c'est un prodige évidemment, encore plus prodigieux que ce qu'on a l'habitude de voir. Il va être vu comme le nouveau Mozart. Alors, c'est vrai que c'est assez courant. Souvent, on entend cette expression de nouveau Mozart, ça donne pas souvent grand-chose au final. Mais ici, on sait l'avenir de Franz Liszt. En tout cas, ce n'était pas un Mozart, ce n'est pas du tout le même profil. Mais même au-delà, je vais vous dire, d'un nouveau Mozart, on le voyait comme la réincarnation de Mozart. Ça allait encore plus loin. Donc c'est vrai qu'il y a ce concurrent direct qui arrive dans les années 1820, alors que Alcan rentre au conservatoire et commence à avoir des prix. À savoir aussi que les deux s'estimaient. Je vous ai dit dans la première vidéo, donc vous aviez le lien tout à l'heure, que Alcan n'aimait pas trop Franz Liszt. En effet, en grandissant, le caractère d'Alcan, le côté réservé, plus proche de Chopin, fait qu'il ne pouvait pas aimer l'exubérance de Franz Liszt. Donc c'est tout à fait normal. On poursuit en 1826. C'est une date importante dans le parcours de Charles-Valentin Alcan, puisqu'il fait sa première apparition, donc en pianiste, ça avait déjà été fait, en tant que compositeur et pianiste à la fois. Il sera d'ailleurs accompagné de sa sœur dans ce concert pour les œuvres qui le nécessitent. Donc ce concert va être très bien reçu par les critiques. Le journal Le Mentor va être assez élogieux. On sait que dans ce concert, il a joué des variations et d'après son catalogue d'œuvres et la date, il est quasi sûr qu'il a joué des variations sur un thème de Steibelt. Donc c'est une œuvre qu'il joue à ce moment-là. Je vous en reparle un peu plus loin dans la vidéo parce qu'elle va être publiée plus tardivement. Il y avait souvent un décalage à prendre en compte entre la composition, la première, la création et puis bien sûr la publication quand elle a lieu. Donc c'est sa première œuvre qu'il va composer et jouer. Pour vous aider à un peu contextualiser cet événement, je vais régulièrement vous citer des œuvres qui sont connues de tous, ou du moins des compositeurs connus de tous, pour un peu situer Alcan dans son évolution et dans ses œuvres. En 1826, l'œuvre intéressante à mettre en parallèle, c'est une œuvre de Chopin, donc il est aussi très jeune, évidemment, puisqu'il est né 3 ans seulement avant Alcan. Il compose le rondo à la masure. Donc je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu certainement le rondo à la masure. C'est une œuvre donc, de jeunesse qui est très peu jouée en concert. Donc une bonne œuvre, très agréable. On sent déjà la capacité mélodique, d'invention mélodique de Chopin. C'est agréable, mais c'est aussi très caractéristique du style brillant, typique des années 20, des années 30. Et c'est pour ça que c'est souvent un peu oublié, hélas, parce que c'est une œuvre intéressante. Alors, c'est pas totalement oublié, dans les intégrales de Chopin, vous les trouvez évidemment, mais c'est vrai que dans les concerts, ce n'est pas ce type d'œuvre qui est joué. Alors, à préciser aussi, donc je vous parle d'un concert d'Alcan, que le format des concerts du 19e siècle était très différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas le récital. Je vous rappelle que c'est Franz Liszt qui a mis en place ce principe du piano de travers avec un pianiste seul pendant tout le concert, le côté très récital donc. En fait, à cette époque, un concert, c'était toujours un orchestre, au moins un chanteur ou une chanteuse, puis divers solistes. Et tout ça s'entremêlait. Et même quand on jouait des fois une symphonie, on n'hésitait pas à entrecouper les mouvements de la symphonie par une pièce de chant un peu plus légère. Souvent d'ailleurs aussi, on jouait qu'un seul mouvement. Aujourd'hui, il est très rare de jouer un seul mouvement. On pense que c'est irrespectueux envers le compositeur. Donc on n'est plus finalement, on est plus conservateur que les compositeurs eux-mêmes à l'époque, qui, quand ils avaient des fois composé un mouvement, n'hésitaient pas à tester l'œuvre devant le public, à la faire découvrir. Donc pensez toujours, quand je vous parle de concert, que c'était des concerts assez hybrides. 1827, on continue le parcours au conservatoire. Cette fois-ci, c'est le premier prix d'harmonie. Donc il ne s'arrête pas à l'interprétation, solfège puis piano. Il passe à l'harmonie dans la classe de Dourlin, donc aussi un pédagogue important du conservatoire. En parallèle, Zimmermann, dont je vous ai parlé, pédagogue pour piano, très célèbre, l'introduit dans les salons de l'aristocratie parisienne. Donc je vous rappelle aussi que dans ces années-là, on est sous la Restauration, donc on est sous la monarchie, même si on est au XIXe siècle. Rappelez-vous, donc cette alternance entre république, monarchie, empire au XIXe siècle, c'était très différent en fonction, sur une vie de 40 ou 50 ans, on connaissait 3-4 régimes différents à l'époque. Donc il va dans ces salons, c'est là où on faisait sa renommée, et d'ailleurs le jeune Alcan va être remarqué et apprécié par Rossini. Donc à l'époque, même des compositeurs
spécialiste de l'opéra, appréciait le jeune Alcan, notamment pour son jeu. Aussi, en 1827, au printemps, il part, Alcan, faire une tournée en Belgique où il va rejouer ses variations d'après un thème de Steibelt. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, on y reviendra comme je vous l'ai dit, mais Steibelt, Daniel Steibelt, était un pianiste-compositeur très célèbre, notamment il a été connu pour son concerto L'Orage, mais je vous reparlerai de ce pianiste-compositeur dans l'année, dans le cadre de cette rubrique. Donc suite à cette tournée, la Gazette de Liège va être dithyrambique sur le compte de Alcan. On va le comparer aux références de cette période, c'est-à-dire Henri Hertz et Ignace Moscheles, deux compositeurs dont j'aurai l'occasion aussi de vous parler. Donc c'était vraiment les stars des années 1820-1830, hein, des références. Alors, Henri Hertz, plutôt la star du public, et Ignace Moscheles, plutôt la star des pédagogues, des professeurs et des compositeurs pour piano. Donc c'était pas du tout le même profil, mais en tout cas il est comparé à eux, et on parle pour le jeu de Alcan, on utilise les termes de facile, brillant et rapide. Et ça c'est vraiment typique de l'époque. À cette époque-là, le piano se développe, l'instrument piano se développe, on veut montrer ses capacités, ses possibilités, et ce qu'on cherche finalement c'est voir des virtuoses qui ont un jeu brillant, hein, donc avec des traits virtuoses, des traits brillants, qui a un jeu rapide, hein, c'était la rapidité qu'on cherchait souvent d'ailleurs chez le virtuose de cette époque, ça va évoluer par la suite, et puis facile, et oui, ce qu'on aimait, c'est voir des choses très difficiles à l'écoute, mais pourtant qui paraissaient très compliquées à jouer, mais dont le pianiste passait les difficultés sans aucun problème, donc il fallait aussi jouer de ça, de la facilité. Donc ce qu'il a fait, certainement involontairement, parce que ça n'a jamais été le caractère de Alcan de se mettre en avant. Un point aussi très important qui va être signifiant pour la suite, c'est qu'il va donner des cours à Marmontel. Et Marmontel, ça a été un des professeurs de piano emblématiques, peut-être le plus emblématique du XIXe siècle au Conservatoire de Paris, très célèbre pour ses ouvrages, je vous les recommande, ses ouvrages sur les pianistes virtuoses, sur les violos, enfin, sur les symphonistes, etc. Il y a plusieurs très bons ouvrages pour avoir vraiment le regard de l'époque sur cette musique, donc sur les contemporains. Donc allez voir. Et Marmontel, pour moi c'est important parce qu'ils vont devenir amis. Alors les cours, il ne va pas en avoir beaucoup parce qu'ils avaient très peu de différence d'âge et forcément ça finissait toujours en jeu, en amusement, et pour le bien de Marmontel, on a préféré lui donner un professeur plus âgé. Et on va voir que par la suite, le paradoxe, un peu l'ironie du sort, c'est que c'est Marmontel qui va avoir le poste de professeur de piano que convoitait Alcan. Donc 1828, il a validé son prix d'harmonie. L'étape suivante en général, c'est passer par des cours de contrepoint et de fugue. Ce qu'il va faire aussi avec Zimmermann, on ne sait pas exactement combien de temps ça a duré sur ce cours. Il continue ses succès en tant que pianiste-compositeur. Il va sensiblement jouer cette année-là ses variations Les Omnibus. Donc on est en 1828, les variations Les Omnibus seront publiées l'année suivante et ça sera son opus 2. Donc si vous voulez écouter ces œuvres, je vous mets des liens dans le descriptif en dessous. Je ne vous mets plus des liens sur la vidéo parce qu'il y a eu un changement au niveau des vidéos YouTube. Maintenant on ne peut plus mettre des petits icônes comme ça avec des liens. Donc si vous voulez écouter certains extraits quand je vous en parle, allez voir dans la description en dessous. Donc je vous mettrai des liens pour aller voir sur YouTube. Après vous pouvez aussi chercher sur YouTube, mais des fois certaines œuvres sont peut-être plus difficiles à trouver par rapport à différents titres, etc. Donc allez voir régulièrement en dessous à la fin de la vidéo ou mettez pause pour aller voir. Donc je vous mettrai en tout cas les œuvres dont je vous parle, je vous les mettrai dans la description de cette vidéo. Donc il joue les variations omnibus à cette époque-là. Il va notamment jouer dans les salons de la princesse de la Moscova. Et c'est dans ces salons-là qu'il va rencontrer Franz Liszt, qui vont faire connaissance et qui vont lier une relation cordiale. Cette année 1828 aussi, c'est la publication de ses variations sur un thème de Steibelt, qui était son opus 1, dédié à Zimmermann. C'est un peu normal, c'est son mentor, c'est lui qui a lancé sa carrière en tant que dans les salons, donc c'était bien sûr normal qu'il lui dédie. Donc ces deux œuvres, les variations donc sur un thème de Steibelt et les variations sur les omnibus, on est typiquement dans les œuvres des années 1820-1830. Si vous allez voir les œuvres de Chopin
ou de Franz Liszt de cette époque, vous retrouvez le même style, vous avez des variations, ça s'appelle même souvent des variations brillantes, c'est spécifié. Donc Chopin, cette année-là d'ailleurs, va publier son rondo à la masure, une autre œuvre, son opus 5, qui est aussi dans ce style-là. Donc le rondo, depuis la fin depuis le XVIIIe siècle, la deuxième moitié, ça a beaucoup de succès. Voilà, ça passe très bien auprès du public avec le système de refrain qui revient régulièrement, donc ça permet d'ancrer les thèmes dans l'esprit du public. Donc ceux qui ont un talent mélodique affectionnent cette forme. Donc ce sont les variations de Alcan, c'est brillant, ce sont des bonnes œuvres, bien écrites, c'est assez démonstratif, c'est pas des œuvres passionnantes, vous n'allez pas les écouter 10 ou 20 fois, c'est le principe de ces œuvres de ces années-là. Il faut que ça soit divertissant, c'est pas des œuvres profondes, mais l'avantage, c'est qu'on les apprécie en général au bout d'une, voire deux écoutes, et que avoir joué, c'est assez distrayant puisque c'est très virtuose, c'est rapide, les doigts sont très légers, volent d'un côté à l'autre du piano. Donc Alcan ne sort pas, pour l'instant il n'y a pas d'originalité particulière. Alors si on connaît vraiment Alcan, on entend évidemment certaines sonorités, une patte, on entend le futur Alcan, mais à ce moment-là, il est totalement dans la mode et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a du succès. On va voir que par la suite, forcément son originalité va dérouter. Au niveau contexte musical de l'époque, à savoir que 1828 est une année importante pour la musique en France, puisque pour la première fois les symphonies de Beethoven sont jouées par un orchestre et en intégralité. Donc c'est dans les fameux concerts du conservatoire, une société de concerts qui fera des concerts très régulièrement, comme plus tard les concerts colonnes. Donc là, dites-vous bien qu'il faut attendre 1828 en France pour pouvoir entendre les œuvres, les symphonies de Beethoven. Donc c'est pas du tout étonnant qu'il y ait eu après cette évolution à partir de 1830 en France, à partir de Berlioz, etc. Puisque à part ceux qui avaient voyagé, et à part bien sûr en lisant les partitions, on ne pouvait entendre l'œuvre intégrale qu'à partir de 1828. Donc ça explique aussi ce décalage, et c'est pour ça que le piano des années 1820 et aussi 1830 est souvent très différent de ce qu'a composé Beethoven. Donc vous avez Beethoven avec un piano assez harmonique, assez puissant, très différent de ces variations brillantes dont je vous parlais. C'est normal, puisqu'il y avait beaucoup de délais en général pour que les œuvres entre pays soient publiées d'une part, mais surtout jouées, et encore plus dans le cas des symphonies. L'année 1829 sera assez calme, rien de nouveau, à part un élément important à retenir tout de même, c'est qu'il va avoir un petit poste au conservatoire, donc maintenant il a plusieurs prix. Il continue, vous allez voir, il va continuer ses cours au conservatoire, mais en parallèle, il obtient le poste de répétiteur de solfège au conservatoire. Donc de 1829 à 1836, il va garder ce poste. Ça sera le seul poste, comme je vous l'ai dit, qu'il aura au conservatoire, bien qu'il ait postulé pour être professeur de piano. Donc c'est comme être un peu assistant, si vous voulez, au conservatoire. Donc c'est une année assez calme à ce sujet. En dehors de ce point-là, à noter aussi qu'il publie les variations omnibus, je vous l'ai dit, de l'année dernière, et que c'est aussi en 1829 l'année où Chopin compose son concerto numéro 2. Dans l'année 1830, Alcan continue ses compositions. Il va composer un rondoletto qui s'appelle « Il était un petit homme ». Donc cette œuvre sera publiée que 3 ans plus tard, c'est son opus 3. Donc ça c'est intéressant aussi comme point de noter ces délais. Il ne faut pas croire, quand on veut faire une chronologie des œuvres, il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire il faut toujours faire la part des choses entre l'année de composition, donc qui est très différente du moment où les gens prennent connaissance de cette œuvre. Donc l'influence d'une œuvre n'est pas forcément au moment de sa composition. Il ne faut pas dire l'œuvre Beethoven a composé une symphonie en 1810 par exemple, et donc ça a forcément 1811 tel compositeur s'en a inspiré. Pas forcément. Il faut qu'il ait eu connaissance. Donc par la publication, par la création de l'œuvre ou plusieurs concerts, et que géographiquement ça corresponde. Donc là dans le cas de Alcan, vous voyez qu'il y a quand même 3 ans d'écart. Donc c'est une œuvre qui est tout à fait dans la suite des variations précédentes dont je vous ai parlé, très brillante, et point très important pour la suite de l'étude d'Alcan, le titre. Il était un petit homme, donc ces titres un petit peu humoristiques, un petit peu originaux pour des œuvres classiques, c'est une des pattes de Alcan. Donc je vous mets aussi le lien dans la description. Cette année 1830 est aussi très importante parce qu'il fait la connaissance du violoncelliste Franchomme, avec lequel il part en concert pour faire des trios, accompagné du violoniste Allard. Franchomme, donc très important, parce qu'il va être le créateur en 1856
de la sonate de concert pour violoncelle et piano de Charles Valentin Alcan. Donc c'est une de ses rares œuvres de chambre. Donc je vous en parlerai dans une future vidéo bien sûr. Donc, et je vous la recommande parce qu'elle est très intéressante. Et d'ailleurs elle est assez souvent enregistrée, c'est tellement une des œuvres de Alcan les plus enregistrées. Mais aussi Franchomme, c'est celui qui a créé la sonate pour violoncelle de Chopin. Donc il a aussi cette importance. Donc, et c'est pas un hasard, puisque c'est lui qui va présenter Alcan et à Chopin en 1832, donc 2 ans plus tard. Donc très important parce qu'il va avoir une relation de véritable amitié. Tout pour terminer sur Chopin, en 1830, c'est la composition de son premier concerto pour piano, concerto numéro 1, donc comme vous n'oubliez pas qu'il a été composé après le numéro 2, en fait c'est la numérotation qui a été inversée finalement à la publication, mais c'est dans ce sens-là que ça a été composé. On s'arrête là pour la première partie sur le conservatoire. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses à dire. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de Alcan au conservatoire. Voilà, on ira jusqu'à l'année 1836 dans la prochaine vidéo. D'ici là, pensez à vous abonner en cliquant en bas à gauche dans le lien que vous voyez. Pensez à appuyer sur la clochette, à cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Vous avez mon lien Facebook dans la description pour me suivre évidemment, mon adresse mail pour me contacter, puis pensez à mettre des commentaires pour me donner votre avis sur cette première partie et je vous donne rendez-vous très rapidement pour la deuxième partie de Alcan au Conservatoire de Paris. Ciao!